Alors, bonsoir à tous, merci pour votre présence, pour cette édition de Un restaurateur, une œuvre, qui est une série qui se suit, qui se déroule tout au long de l'année avec plusieurs restaurateurs invités. Voilà. Et contrairement à ce que son nom l'indique, c'est pas toujours qu'un restaurateur, puisque nous avons le plaisir d'accueillir un binôme ce soir. Donc Renzo Wider, qui est donc architecte du patrimoine, président de l'agence Architecture et Héritage, installée à Arles et Villeurbanne, diplômé en architecture et en restauration, et qui exerce depuis 1984 au sein de cette agence qui comprend 4 architectes et une historienne de l'art, en plus du staff administratif et financier, et formé à l'École supérieure technique de Delft, entre autres. Et Caroline Sneyers, formée à la maîtrise de sciences et techniques en 2000, en peinture de chevalet, peinture murale et toile marouflée, et qui, après une carrière parisienne, s'est installée en Rhône-Alpes depuis 2005, où elle exerce pour notamment les musées de Grenoble, de Valence ou de Chambéry, mais également pour les monuments historiques comme la cathédrale de Saint-Jean-de-Maurienne, l'apothicairie de Crémieux, ou le château de Montplaisant, pour vous donner une idée des différents domaines. Voilà. Et donc ce soir, ils vont nous parler de la restauration du baldaquin de l'église Saint-Bruno des Chartreux, qui est donc une présentation qui nous intéressait particulièrement pour montrer l'articulation entre le travail de la conservatrice restauratrice avec la maîtrise d'œuvre. Voilà, c'est à vous, merci. Donc c'est un marché public qui était intitulé « Traitement du baldaquin », des offres qui étaient à rendre en début d'année 2022. Et le traitement du baldaquin, c'est le lot 9, donc qui s'inscrit dans un programme général de la restauration de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux. De quoi parle-t-on quand on parle d'un baldaquin ? C'est un bien culturel assez peu courant, monumental, il fait 18 mètres de haut, composite, il est fait de marbre, de bois, de tissu, de carton-pâte, et il est situé au cœur de l'église, juste au-dessus de l'autel, puisque c'est sa fonction, c'est d'abriter l'autel. Donc sa position très spécifique va conditionner la durée du chantier qu'on a fait, le montage de l'échafaudage, puisque on est dans la partie la plus sacrée de l'église. Quelle était la mission qui était définie ? Le CCTP, comme il avait été lancé en 2021, comme il a été pensé, prévoyait une mission d'études et de traitement sanitaire définie en 3 volets, avec une installation particulière de chantier, des études et des prélèvements, et un traitement insecticide, puisque des cadavres d'insectes xylophages avaient été repérés sur le baldaquin jusque en 2019, au moment, ou même en 2020, jusqu'au lancement du chantier. Donc, une offre a été faite par un groupement composé des 4 co-traitants suivants. Philippe Boulet, qui est spécialisé en bois doré installé à Lyon. Philippe Azelmassieux, qui est spécialisé en support bois et qui est installé en Avignon. Alain Renard, spécialisé en traitement contre les insectes xylophages, installé en région parisienne. Et moi-même, spécialisé en peinture, qui ai pris le mandat de ce groupement et qui suis installé à Crémieux. Et un sous-traitant, Buty Échafaudage, qui est installé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous avons remporté ce marché et nous étions les seuls candidats. C'est important de le savoir quand même, parce qu'à chaque fois que ce baldaquin est proposé en traitement, il n'y a pas de candidat ou il n'y a qu'un seul candidat. Des biens culturels si spécifiques qu'on ne se précipite pas pour y répondre. Donc on a fait un traitement entre avril et Toussaint 2022, en étroite collaboration avec Renzo Wider, ici présent, acquis donc de l'agence Architecture et Héritage, qui a remporté la maîtrise d'œuvre du chantier de restauration de l'église Saint-Bruno. Le suivi a été partagé avec Delouine Agostini, qui est son assistante, architecte aussi, en passe de devenir architecte du patrimoine, puisqu'elle étudie à Chaillot en ce moment. Comme le baldaquin est classé, on a travaillé sous le contrôle de la tutelle scientifique de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, avec le suivi de la ville de Lyon, qui est propriétaire et acheteur. La paroisse, on est en plein cœur de l'église, donc il y a le curé, Matteo Loggiocco, qui est là depuis très longtemps, qui connaît très bien son église, et qui nous a marqué à la culotte, parce qu'on l'a quand même bien gêné
d'être en plein devant l'autel. L'église n'était pas fermée, enfin si, était fermée au public, mais il y avait une messe tous les dimanches. Et il y a une association aussi, parce que l'église Saint-Bruno-les-Chartreux est réputée pour être la seule église baroque de la ville de Lyon. Du coup, il y a une association qui s'appelle les Amis du Baroque et une présidente qui suit l'ensemble des travaux de cette église depuis plus de 20 ans, avec rigueur et intérêt, qui est très savante et très attentive. L'examen rapproché du baldaquin nous a conduit assez rapidement à élargir l'équipe pour intégrer Violaine Pilar, qui est restauratrice de sculpture et qui est venue consolider les papiers mâchés, Anne Brugnaud, qui est restauratrice de textile et qui est venue voir le drapé, un jeune artiste, Joachim Benedris, qui a effectué les dessins du baldaquin, et un journaliste qui nous a fait des recherches historiques pour nous, Grégoire Nartz, sur les baldaquins en général, et un photographe professionnel, Gilles Garoffolin. Je continue un peu parce que c'est important pour l'histoire qu'on va vous raconter. Très peu de temps après le début de la mission, on a pris en compte une fissure sur l'une des 4 colonnes qui supportent le baldaquin et que nous n'avons vu qu'une fois qu'il a été échafaudé. Et donc, on a élargi cette mission avec une mission d'étude de la structure. Nous, on avait une mission d'étude des matériaux dans le CCTP d'origine. Et la ville de Lyon a demandé à Renzo Wider, ici présent, de faire une nouvelle mission d'étude. Et on a intégré donc un ingénieur du patrimoine, Benjamin Richard, d'un bureau d'études qui s'appelle le BE Associé. Et j'ai même oublié quelqu'un qui est venu détecter la fissure, tu le diras tout à l'heure. Voilà, un géoradar. Et Emmanuel Desroches, qui est restaurateur de sculpture, qui est venu voir les colonnes. Et Emmanuel Thomas, qui est venu les cercler. Voilà, donc c'est un travail collectif et pluridisciplinaire qui vous est présenté ce soir par Renzo et moi. Et on parle tous les deux, mais en fait, on est au nom d'une grande équipe. Les autres lots ne sont pas terminés dans l'église Saint-Bruno. Donc on n'a pas fini notre DOE, notre dossier des ouvrages exécutés, tous les deux, même si le travail de ce lot est terminé depuis quelques mois même. Mais comme la maîtrise d'œuvre continue pour Renzo, on vous présente des documents qui peuvent être considérés comme des documents de travail. Ça va manquer de précision et de rigueur. On vous remercie par avance pour votre indulgence. On continuera à travailler. Quand l'ensemble des lots sera terminé, on sera obligé de finaliser les conclusions qu'on va vous présenter. Vous avez quelques vues de l'église Saint-Bruno-les-Chartreux. La porte d'entrée. Et ça, c'est toi, Renzo. D'accord. Je vais peut-être prendre le même micro. On peut juste revenir en arrière parce que... Oups, pardon. Voilà, donc c'est quelques vues de cette église Saint-Bruno-les-Chartreux qui marquent en fait la silhouette de la ville de Lyon. Donc ici, il y a une belle photo de la coupole qui domine vraiment la ville. L'église est située sur la colline de la Croix-Rousse, qui est une colline qui fait face donc à la colline de la Fourvière. Vous voyez la basilique de Fourvière derrière. Sur cette photo-là, donc à Lyon, il y a 2 collines qu'on dit. Fourvière, la colline où on prie, et la Croix-Rousse où on travaille. Voilà. Donc, c'est une église qui a sa réputation et a bien implanté. Tout le monde la connaît, etc. Ça fait vraiment partie aussi de la vie. C'est lié avec une école primaire, un lycée, un collège et tout ça qui est relié avec ça. C'est une institution religieuse, une école privée, hein, mais donc ça fait vraiment partie de la vie de la Croix-Rousse. Donc là, on voit une photo parce que cette église fait l'objet en fait d'une grande restauration qui dure depuis déjà quelques années. Et donc notre équipe a l'honneur et le privilège en fait de terminer cette série de restaurations. Il y a d'autres architectes surtout des architectes en chef qui ont travaillé sur ces restaurations-là, d'autres ateliers qui ont travaillé aussi sur les décors à l'intérieur, mais il restait encore beaucoup à faire. Donc là, cette photo que vous voyez là, c'est une photo entre les 2 tranches. Vous remarquerez la partie ici devant, en fait, qui est enduite, et la partie à l'arrière qui est non enduite. Donc, c'est-à-dire que cette partie-là vient d'être terminée et nous sommes actuellement en train de travailler sur l'arrière de l'église, donc sur le grand chœur,
On avait eu l'idée dans les années 30 de décrouter les façades parce que ça faisait bien, on montrait les pierres apparentes, etc. Et on a découvert quelques décennies plus tard qu'il y avait quand même beaucoup d'humidité à l'intérieur avec une pierre assez poreuse. C'était pas très étonnant, donc il a été décidé tout simplement de réenduire ces façades justement pour protéger les décors intérieurs. C'est une des données importantes, évidemment, quand on fait la restauration d'une église. Et ici, bon, j'étais pas là à l'origine, Caroline non plus, donc on peut en parler librement. On avait commencé quelques chapelles à restaurer sans se soucier en fait de l'étanchéité des toitures. Donc on peut imaginer qu'effectivement il y a eu quelques petits soucis d'infiltration sur un décor fraîchement restauré et c'était quand même plutôt gênant. Bon, voilà. Donc à nous effectivement de prendre une chose. Ils ont eu de la chance aussi parce que pour la restauration de la façade principale, qui est une façade 19e qui a été faite par Sainte-Marie-Perrin. Ils ont trouvé des mécènes à la ville de Lyon. Donc il y a quelqu'un qui a financé cette restauration-là, qui a quand même coûté une petite somme. Mais enfin, donc tous les intérieurs sont faits, donc ce qui a permis d'attaquer les travaux à l'intérieur. Et comme disait Caroline, effectivement, donc on se trouve avec un fin de programme à l'intérieur avec la restauration de quelques chapelles. Là, vous voyez une photo aérienne, ce qui est quand même intéressant parce que vous voyez ici l'église donc non orientée, le nord est ici. Ici, vous voyez un petit cloître et en fait, il y avait un grand cloître, c'était des Chartreux, qui faisait à peu près cette partie-là, mais qui n'existe plus depuis longtemps. Et en fait, l'établissement scolaire qui en fait partie est ici sur le côté. Voilà, vous voyez ici un plan de l'église avec le chœur qui date plutôt de la deuxième moitié du XVIe siècle et ensuite tout le reste qui date plutôt du XVIIIe siècle, même si une partie a déjà été construite au XVIe. On verra tout à l'heure l'historique avec les noms. Le baldaquin donc, se trouve vraiment au centre de l'église et donc c'est ça qui faisait partie de cette... C'est une opération finalement qui a été un petit peu rajoutée, je dirais, par surprise parce que en fait, c'est un baldaquin qui a déjà été restauré en fait il y a quelques années, et donc on a découvert malheureusement parce que c'était aussi une problématique dans une église où il y a plein d'objets en bois par exemple qui sont ramenés, notamment une crèche napolitaine qui a une grande réputation avec des éléments très jolis en bois mais qui sont absolument pas traités. Donc, qui peuvent amener justement une infestation à l'intérieur d'une église. Et donc, ce qui a fait que le baldaquin a été investi. Moi, je ne sais pas si c'est par la crèche, mais en tout cas, donc, il y a eu une infestation. Donc, il fallait agir en même temps de reste de la restauration. Voilà. Bon, on va... peu vite peut-être. Bon, c'est une façade très classique qui s'inspire des grandes façades qu'on connaît, palladiennes en fait, qui se trouvent en Italie. Sainte-Marie-Perrin, donc il s'est inspiré de ça. C'est un architecte 19e très connu. Il a travaillé à Fourvière. Il a travaillé aussi à la basilique d'Ars sur Formance. On va travailler ensemble bientôt à cet édifice. Et là, vous voyez en fait un dessin schématique. Donc, le premier architecte connu, c'est Jean Magnan, qui est construit donc à la fin du XVIe siècle, le début. Donc, vous voyez ici, c'est le chœur de l'église. Le baldaquin se trouve ici, avec ici le petit cloître qui existe encore, et avec des grands cloîtres qui ont été construits. Donc, c'était des Chartreux, hein, donc ça veut dire que c'est des logements individuels, enfin pour les moines, etc. Donc, c'est un grand complexe. Et donc, en début du XVIIe siècle, donc, il y a l'architecte de la Mons qui fait plutôt à la fin début du XVIIIe, qui poursuit la construction de l'église avec la partie nef, donc devant, donc, qui gère en fait la continuité de la partie de Jean Magnan. Et donc, c'est un architecte qui se
s'entend pas avec les prieurs, etc., et est remplacé ensuite par Germain Soufflot pour finir en fait cette partie-là de la nef devant, avant qu'au 19e, notre ami Saint-Parin donc installe la façade devant l'église. Et c'est dans cette période-là qu'il y a des grands aménagements 19e, notamment au endroit des chapelles, donc c'est ces chapelles-là qu'on est en train de restaurer aujourd'hui. Donc là, vous voyez schématiquement, donc ce qui est le plus foncé, c'est plutôt 17e, et ensuite le reste a suivi en fait jusqu'à la façade, qui est un bâtiment en soi. Donc on a travaillé dessus. C'est pas une façade plaquée, c'est une façade qui tient tout seul, fondée à part, à côté de la nef de l'église. Voilà, donc on avait donc le plaisir, je dirais, de pouvoir engager cette opération-là de restauration du baldaquin. Donc il fallait donc effectivement faire un cahier des charges, donc auquel Caroline a répondu avec succès. Et donc justement, avec cette complexité, c'est qu'il fallait absolument... C'était aussi important parce que, bon, Caroline a dit, voilà, il fallait un échafaudeur, mais il fallait un échafaudeur aussi, je dirais, sensible, quelqu'un qui sache ce qu'il fait. Mettre en place un échafaudage autostable, c'est pour ça qu'on a souhaité que ce soit sous la conduite de l'équipe de restauration que cet échafaudage soit installé, même si ce n'est pas leur métier, mais au moins il y a un dialogue qui s'installe entre l'échafaudeur et ceux qui vont travailler dessus pour justement que ce soit adapté et que ce soit installé aussi avec suffisamment de soin pour faire les choses. Voilà, donc sur le baldaquin, donc on sait que ça a été créé en 1738 par donc Servandini, qui est donc un grand architecte décorateur du XVIIIe, qui a beaucoup travaillé à Paris, qui est surtout connu pour ses décors de théâtre. Mais il a fait un deuxième baldaquin aussi à l'église Saint-Étienne à Sens. Je crois même que tu as une photo de ça. Oui, c'est ça. Et donc, il a fait en 1738 ici ce baldaquin. Donc, ça rentre vraiment dans son métier. Il travaille avec toutes sortes de matériaux, etc. Donc, on voit plus tard, effectivement, que c'est un festival de matériaux différents qui trône au-dessus de l'autel de cette église. Voilà. Tu racontes sur les matériaux ou tu veux que Oui, je veux bien. Je fais juste une toute petite précision sur l'infestation xylophage, parce que la ville de Lyon, on a la chance d'avoir un acheteur formidable, des gens qui sont très compréhensifs, qui sont à l'écoute, qui surveillent leur patrimoine. Et il y avait un marché de désinfestation qui avait été lancé quelques années auparavant, qui avait été remporté par Antoine Buisson, et qui faisait suite à des études préalables qui étaient menées par Grazia Nicosia, que vous connaissez probablement, qui est une consoeur qui a travaillé à Paris jusqu'à récemment au Louvre, et qui avait fait l'inventaire de plusieurs églises de la ville de Lyon qui étaient infestées par les insectes xylophages et qui avait précisé comment c'était infesté et où. Et donc dans cette église, il y avait déjà eu un gros traitement d'assainissement qui a été fait par Alain Renard, de quasiment tout le mobilier, sauf les biens qui sont pas transportables, comme le baldaquin. Donc on était presque arrivé au bout de cette lutte contre les insectes et on se désespérait de voir des cadavres de vrillettes juste sur l'autel. Donc voilà, comme Renzo avait ce chantier, le lot baldaquin a été ajouté. Alors un baldaquin, à l'origine, ça veut dire un tissu de soie de Bagdad. Et j'ai conservé cette information parce que le baldaquin de Saint-Bruno, vous allez voir, a des grands drapés. Et il n'y en a pas tant que ça, des drapés stuqués sur les baldaquins qu'on a pu recenser. Donc c'est une sorte d'aidé supporté par des colonnes. En général, il y en a 4 ou 6 qui surmontent le maître-autel ou le trône épiscopal. En France, les constructions du baldaquin se développent au cours des 17 et 18e siècles et sont quasiment toutes influencées par le baldacchino de Saint-Pierre de Rome, que vous voyez sur la photo, et qui aura un large impact sur toutes les églises d'Europe. On a fait un panorama des baldaquins de France qui figurera dans notre étude. On ne va pas vous en parler ce soir parce qu'on n'aura pas le temps. On a juste mis celui du Val-de-Grâce qui est à peu près contemporain de celui de Saint-Bruno.
en photo, là. Après, il y en a plusieurs à Paris. Si vous voulez faire le tour des églises après, il y a le Saint-Louis des Invalides, l'église Saint-Augustin, l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Et en région, on vous a mis celui de la cathédrale Saint-Étienne de Sens. En photo, l'autre photo, c'est celui de la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne, qui a fait l'objet récemment d'une intervention de nos consoeurs Irène Bordereau et Amélie Métivier, ici présentes, et de notre confrère Sylvain Luqueta. Donc les baldaquins sont des biens rares, mais occasionnellement, quand même, il en sort des marchés, et c'est toujours une curiosité que d'y répondre. Celui de Saint-Bruno, ça c'est une petite gravure du 19e siècle, vous le voyez très élancé et très haut. Et le marché donc qu'on a exécuté, la première opération, c'était de protéger les biens culturels immeubles qui sont au-dessous et de déménager tous les objets liturgiques qui servent à faire la messe, qu'il faut calpiner, repérer et caser dans la sacristie comme on a pu. Donc en accord avec le curé, on a dépoussiéré, tout protégé, avec Yves Morel, qui fait partie de la société Isabelle Boicher Conservation, voilà, qui est venu nous donner un coup de main pour faire ce petit travail. Ensuite, c'était le tour de l'échafaudeur, donc notre sous-traitant Buty Échafaudage, comme le rappelait Renzo, qui est une petite entreprise qui travaille beaucoup dans le patrimoine, avec laquelle le dialogue est très facile. On peut exprimer ce dont on a besoin, on est bien entendu et on connaît bien les équipes. Après, quand on leur demande une note de calcul, ils sont un tout petit peu embêtés parce que c'est les grandes entreprises d'échafaudage qui fournissent des notes de calcul qu'elles sous-traitent à des entreprises d'ingénieurs, plutôt à des boîtes d'ingé. Donc eux, ils avaient fait une petite note de calcul comme ça. Ils ont dit qu'ils ne pourraient pas aller au-delà. Ça a suffi quand même à la DRAC. Et en fait, ils disaient que les notes de calcul étaient souvent des exercices un peu artificiels et qu'il n'y avait qu'une fois qu'on montait son échafaudage, qu'on voyait vraiment le poids de descente de charge, etc. Il convenait quand même de bien protéger le sol, qui fait partie des marbres qui ont été livrés de Suisse, comme les colonnes. Donc il fallait bien faire attention aux protections. Ils ont monté ça en 2 étapes. On a fait une réunion, la DRAC avait exigé qu'il y ait une réunion en mi-parcours, une fois que l'échafaudage était monté à mi-hauteur, pour vérifier la conformité de la protection du sol et des poids et de la répartition. Donc après, on a pu terminer le montage de l'échafaudage. Et pour finir cette partie qui incombait en effet au lot peinture, enfin au lot baldaquin, pardon, on nous a demandé de mettre une photo du baldaquin puisqu'il y avait la messe le dimanche et d'ajouter même ce grand tissu blanc puisque voilà, on était en plein milieu face à la messe. Donc une fois qu'on avait fini cette petite préparation, le travail a commencé par la mission d'étude qui consistait à repérer les matériaux constitutifs et faire un diagnostic sanitaire. On s'est appuyé sur une étude qui avait été faite par Malbrel en 2004 et on a trouvé en cours de travail le dossier de restauration qui avait été fait par Mérindol en 2009, mais dont on avait perdu la trace jusqu'à quasiment la fin de notre mission. On a dû aller fouiller beaucoup de cartons d'archives jusqu'à ce qu'on la retrouve. On a eu la chance, nous, de pouvoir monter jusqu'en haut du baldaquin, alors que Malbrel, quand il avait fait son étude, était resté en bas, en fait, des entablements qui sont juste au-dessus des colonnes qui mesurent 5 mètres de haut. Donc, on a mieux compris la logistique, enfin la logique d'utilisation des matériaux, et on a assez vite compris que plus on monte haut et plus les matériaux sont légers. Ainsi, toutes les sculptures qui sont en partie haute sont en carton-pâte. C'est ça qu'on voyait ou pas? Il manque une... non. Et oui, c'est le carton-pâte en fait, mais il manque la légende qui est sous l'écran. Et pareil pour le bois. Alors, la partie sommitale du baldaquin, ça c'est des petites photos qu'a préparées Delwyn. On voit que les anges qui sont tout en haut, les nuages, tout ça sont en carton-pâte et c'est maintenu par une petite forêt de tasseaux qui sont des tasseaux en pin, très légers. Le baldaquin est surmonté par la croix des Chartreux, ça c'était obligatoire, c'est l'ornement qui est le plus haut, l'ornement sommital. Quand on descend, on a ce grand drapé et ces énormes volutes, et en haut, le bois
qu'est-ce qu'on voit? 2 volutes qui sont superposées et les drapés qui vont tomber, on vous les détaillera un peu plus tard, et les entablements qui sont au-dessus des colonnes. Ça, c'est la partie sommitale avec nos 2 petits anges qui soutiennent le globe et qui sont dorés très partiellement, on verra après. En papier mâché aussi, il y a des feuilles en ornement qui sont le long des entablements, et celles-ci sont en papier mâché numéroté pour les guirlandes horizontales, alors que pour la photo que vous avez à droite, c'est les mêmes feuilles, mais elles sont en bois. Ce qui était un peu sioux et que nos prédécesseurs n'avaient pas vu parce qu'ils n'étaient pas allés aussi près, et sauf à faire une reconnaissance sonore ou à les sous-peser d'aspect, c'est très difficile à distinguer. Le bas des entablements, enfin les entablements et toutes les grosses pièces qui maintiennent la structure sont en chêne. Toutes les autres pièces de bois sont en tilleul, toujours pour économiser du poids, avons-nous compris. Donc ça, les volutes là, qui sont très monumentales, vous aurez des dimensions un peu plus tard. Et les petites volutes, tout ça c'est du tilleul, alors que les entablements c'est du chêne, y compris des morceaux, des planches de chêne en bois debout qui sont d'une solidité extrême. Le drapé du baldaquin, donc c'est quand même une présence rare. Quand on fait l'inventaire des baldaquins, il n'y a pas beaucoup de drapés. Donc c'est Anne Breugnot qui a fait cette étude et qui complète des analyses qui avaient déjà été faites et qui avaient analysé les fibres comme étant du lin. Anne Breugnot complète en disant qu'il y a un ciel et puis il y a 4 rideaux avec des franges cousues sur le pourtour de chaque élément. Il y a des coutures qui sont visibles mais qui sont difficiles à identifier parce que ce textile est noyé dans du plâtre. Donc ces coutures qui forment des bourrelets sont des coutures anglaises. Pour d'autres, elles sont plaquées et du coup... On était là. Et pour d'autres, elles sont plaquées. Ça fait donc des coutures qu'on dit rabattues. Elles ont, avec le surplus de couture qui s'est plaqué ou pas au moment de l'induction, puisqu'il est fort probable, de ce qu'on a compris, que le tissu a été enduit sur place. Sinon, c'était trop lourd et il fallait lui donner le mouvement qu'on voulait. On a compté les armures, le nombre de fils au centimètre. Et on vous fait remarquer qu'il y a aussi une passementerie avec des vraies cordes et des vrais pompons qui ont été dorés. Les franges ont été cousues là où il fallait les mettre d'un point de vue visuel, mais pas nécessairement en bas des laits de toile. Donc là, on commence à voir qu'en fait, tout est conçu dans ce baldaquin comme un décor de théâtre. Ce qui est important, c'est ce qu'on voit, mais ce n'est pas forcément ni le détail, ni la logique des tombées de tissu, par exemple. Sur les ors, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que seules les parties saillantes sont dorées. C'est une dorure à la miction et qui fait partie d'une reprise générale. On ne sait pas exactement quand la dater, ou ça date du moment où on a donné au visage, à l'église, son visage baroque, où ça a été repris au 19e, mais les tests de dégagement que notre confrère a effectués montrent que la dorure d'origine était à la détrempe et comprenait l'ensemble des éléments. Elle a dû être abîmée, et à un moment donné, l'ensemble des éléments dorés ont été réocréés, et seuls les éléments saillants ont été dorés. C'est très net sur le petit ange qui est sur la partie sommitale, et c'est le même principe, le même artifice d'économie aussi de matériaux que vous trouvez sur les éléments architecturaux de l'église. Tous ces petits anges qui décorent l'église blanc et or ne sont dorés que très partiellement. On a dépoussiéré, c'était pas très compliqué parce qu'il y avait déjà eu un travail qui avait été fait en 2005. Les difficultés, c'était d'aller dans les creux du tissu, et surprise, c'est la première fois que ça nous faisait ça. On a dérangé des vrillettes qui étaient installées. Alors j'essaie d'en prendre une en photo, elle est toute petite, mais on la voit sur la première photo. Il y avait aussi beaucoup de cadavres, mais quand on a dépoussiéré, on avait des vrillettes qui nous tournaient autour quand même. On a consolidé les papiers mâchés parce qu'en partie haute, la partie qui tient sur les petits tasseaux était fragilisée. C'était pas prévu dans la mission d'origine, mais en accord avec la DRAC et avec les partenaires, on a demandé à Violaine Pilar de venir faire des petits solins de pulpe de papier et de venir faire des petits renforts partout où il y avait besoin,
qu'elle a réalisé au Paraloid B72 après avoir fait des tests, surtout de résistance aux solvants, parce que toutes ces techniques à l'eau et à la détrempe supportent absolument pas l'eau. Donc il faut des consolidants en phase solvantée qui ne fassent pas d'auréole. Une opération qui s'est passée sans difficulté. Et ensuite a démarré l'anoxydynamique. Donc Alain Renard a relevé le défi d'aller installer une anoxydynamique jusqu'à 18 mètres de haut, en commençant à 6 mètres du bas, et d'installer donc l'ensemble de ces films. Vous connaissez sûrement le principe d'anoxydynamique. On fait une bulle et on remplace l'oxygène qu'il y a dans l'air par de l'azote avec un flux continu. Donc il faut avoir un taux d'oxygène qui est à 0 ou 0,3 maximum. Il faut que ça dure 21 jours. Il faut une température de 22 degrés. Donc là, il avait préparé sa poche se décomposait en 3 parties. Il y avait une grande bulle en haut, il y avait 4 chaussettes qui entouraient les volutes et il y avait 2 rectangles qui suivaient les entablements. L'ensemble communiqué par des soudures de film aluminium. Il a régulé la température et l'humidité en ajoutant un humidificateur si besoin. L'installation a été complétée par la pose de capteurs de contrôle des paramètres de traitement. Il y avait un relevé tous les jours, un extincteur qui avait été laissé au cas où il y avait un souci. Là, on voit Alain Renard qui ferme sa poche avec son assistant et les éléments qui sont les uns après les autres pris dans cette grande bulle. L'enceinte d'anoxy a été installée en juillet et elle a été ouverte en août. Donc c'était assez bien de profiter des vacances d'été. Les valeurs d'oxygène ont tout de suite descendu. On est arrivé à 0,3 sans souci. C'était un peu une appréhension, mais finalement, il n'y avait absolument aucune fuite puisqu'on a réussi à enlever l'oxygène très rapidement. Et ça s'est très bien passé. Voilà. Donc là, on voit quelques photos de la vue d'ensemble du baldaquin au milieu de l'église avec sa bulle d'anoxy qui est restée 1 mois. Voilà. Donc ça, c'est le travail qui a été fait. Et puis, puisqu'on était tout près, on a vu sur cette colonne-là, que vous voyez... Ah non, ça c'est une vue de dos. Excusez-moi. En fait, on a l'impression d'avoir la même vue, comme l'église est un peu symétrique, mais c'est cette colonne-là plutôt. Hein, quand on entre, une fissure qui traversait quasiment toute la colonne. Donc là, on a essayé de mener une enquête pour savoir si elle était préexistante ou pas. On a eu du mal à retrouver des documents qui étaient photographiques, qui étaient assez précis pour nous donner cette information. On a fait venir Emmanuel Desroches, qui est restaurateur de sculptures, et on a constaté nous-mêmes tous qu'il y avait des petits morceaux de marbre qui se trouvaient dans la fissure et qu'on pouvait avoir dans les mains. Et quand on a trouvé des archives, on a vu que lors de la dernière intervention de Mérindole en 2005, cette fissure-là n'existait pas, ou pas du tout aussi prononcée. Donc la ville de Lyon s'est demandé si le baldaquin, il n'y a que 4 colonnes. Hein. Donc s'il y en a une qui, des fois il y en a 6, mais là il n'y en a que 4. Donc s'il y en a une qui manque de stabilité, l'ensemble de la structure est menacé. Donc c'était une question de sécurité publique et la ville a demandé à Renzo de bien vouloir étudier la structure de cette énorme affaire. Donc je lui laisse la parole pour vous dire ce qu'on a compris. Voilà, donc ça c'était la surprise du chantier, c'est toujours plutôt amusant, effectivement, amusant, mais voilà, c'est intéressant de tomber sur des cas comme ça, parce qu'il n'était pas du tout prévu, au fait, au départ, d'étudier la structure du baldaquin. C'était une question d'enlever les vrillettes et de s'en aller, et puis de dire, voilà, on a fait notre métier. Et puis, au fur et à mesure, bon, c'est vrai qu'on était content de monter sur l'échafaudage, de voir les matériaux, et donc on s'est concentré sur cette histoire de vrillettes. On a vu au passage quand même qu'il y avait cette fissure qui traînait par là. Et en même temps, on observe évidemment beaucoup de choses. On voit des barres de fer, on voit du bois, on voit des assemblages de toutes sortes de choses, etc. Donc on a vu déjà au passage des photos, des petits tasseaux qui tiennent en fait les draperies qui ne se voient pas d'en bas. Donc ça sert à cacher finalement les choses. Et donc là, du coup, on était forcé, contraint, je veux dire, d'aller calculer qu'est-ce qui se passe finalement sur cette colonne, pourquoi il y a cette fissure, visiblement une fissure quand même assez récente, peut-être était déjà avant, mais là était quand même visible. On a
appelé les restaurateurs qui n'ont jamais vu de fissure là-haut. Donc, c'était quand même quelque chose d'inquiétant. Donc, là, on a donc procédé, avec toute l'équipe, on n'était pas tout seul à le faire, à un relevé de l'ensemble, parce que finalement, c'est construit comment, ce genre de choses? Et donc, c'est là qu'on s'était posé les questions. En fait, on voit bien 4 colonnes. Et puis, en fait, il y a des entablements des deux côtés, et on voit ici un entablement, donc on devine bien qu'il y a un lien entre les deux, mais devant, et donc ça c'est côté nef, donc on voit ça, on voit en fait des colonnes, on voit une espèce d'arc autour, et en fait il n'y a rien qui prouve que là on a quelque chose de stable finalement, parce que il n'y a aucun lien entre les deux, et bien au contraire, ça fait plutôt jambes qui veulent écarter en fait les choses. Donc on était quand même très curieux de savoir et de calculer comment ça tient, et évidemment trouver aussi la raison pour laquelle c'est ça. Donc si je prends ce schéma-là, donc on a pu mesurer grâce aussi à des relevés de géoradars par Géopath, qui fait des radars dans les matériaux justement pour repérer des choses. On a vu qu'il y a un métal qui pénètre environ 40 cm dans le dessus des colonnes et qui sont reliés, une sorte de barre verticale, en plusieurs morceaux quand même, mais qui relie avec un dispositif qui fait une sorte de triangulation ici au-dessus des colonnes, surmontée d'un triangle. En fait, c'est comme une charpente en bois, c'est le même système, comme une entrée retroussée finalement, avec ici dans l'entablement un bar métallique qui relie en fait le dessus des deux colonnes ici dans le coffrage en bois finalement, parce que l'entablement est fait en bois. Donc tout ce qui se passe au-dessus des colonnes, en fait, c'est métal et bois qui tiennent la chose. Et les volutes ont certainement aussi un rôle structurel. Donc on n'a pas qu'une barre métallique qui serait en fait assez flexible, donc il irait exercer. Donc c'est une vraie construction triangulée. Donc là, on voit la fameuse fissure, on le voit ici sur la photo. Donc c'est vraiment quelque chose, on sent bien que voilà, on donne un coup de masse et puis le morceau tombe, quoi. Donc c'était quand même assez inquiétant. Donc on peut pas, quand on voit une fissure comme ça qui fait le tour complet, on peut pas dire que bon ça tiendra et puis on verra bien. Là, ça risque vraiment une vraie chute, et au-dessus de l'autel, enfin à n'importe quel endroit dans l'église, évidemment, on peut pas le laisser comme ça. Donc on a fait toutes ces recherches-là. Donc on a observé les colonnes. On a vu d'ailleurs que c'est des colonnes qui ne sont pas monolithes, ils sont 2 blocs. Donc il y a 2 tambours qui sont superposés, travaillés après, avec une feuille de plomb entre les deux. Donc c'est une construction qui tient par son propre poids, mais qui n'a pas non plus une solution extrêmement stable à tout point de vue. Ce ne sont pas les colonnes du Parthénon qui tiennent tout seules. Et donc, au-dessus, donc, il y a ces différences de matériaux dont Caroline a déjà parlé. Donc là, on voit bien la fissure, donc c'est quand même assez caractéristique. Et on voit bien, d'ailleurs, dans la fissure, il y a quand même des petites brisures de marbre, etc. Donc c'est typiquement quand même le signe qu'il y a des charges qui ne se font pas comme il faut dans ce massif-là. Donc on a regardé tout ça, donc ça c'est une analyse, voilà, donc c'est ce que je viens de décrire en fait, donc c'est une structure métallique, on va surtout voir ça figurer là, sur ces plans-là, et c'est là que c'est intéressant. Donc ici on voit en plan, on voit donc l'entablement se trouve ici entre les 2 colonnes sur le côté court, qui sont donc croisées en fait, de façon liaisonnée, je veux dire de façon croisillonnée par ces 2 fermes en fait, ce que vous voyez ici en élévation, donc c'est une vraie triangulation qui se fait de ce principe-là. Mais si j'ai un fer plat, parce que c'est marqué les dimensions, mais ça fait 70 par 15, donc c'est vraiment la barre de fer quand même assez souple. Donc
dans la construction, donc ils ont, Servandoni, quand même bien travaillé le sujet. Ces volutes sont en fait entourés de fer également, donc ils participent aussi à la structure, donc font une triangulation en fait de ces espèces de lignes obliques ici, qui font que tout ça se stabilise par des triangulations un petit peu inventées, etc., autour de cette structure en bois. Donc on voit bien des liens aussi. Et on voit d'ailleurs, voilà, sur cette image-là, un détail justement d'une volute comme ça. On voit que ici, donc la partie épaisse est en bois, hein, on l'a vu tout à l'heure. Et là, on voit que dans le bois, dans la moulure, il y a vraiment le fer qui est inséré dedans, qui est relié avec des entretoises ici tout le long. Et on devine bien cette ligne-là, qui sont en plus croisés autour de cette volute-là. Donc ça fait finalement une grosse épaisseur, comme une poutre tridimensionnelle, hein, qu'on peut avoir dans la construction moderne, etc. Donc ça fait une construction vraiment solide, en fait, avec une structure métal qui enjambe au-dessus des choses et qu'on, très habilement, en fait, on l'habille avec du bois. Et ensuite, sur toutes les photos que vous avez vues tout à l'heure du baldaquin, vous n'avez jamais vu ces tirants, etc. Ils sont toujours cachés par des draperies, justement faits avec du plâtre et tout ça. Donc tout ça, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc tout cela a permis aussi, évidemment, de calculer, donc il y a des calculs qui ont été faits sur les charges qui exercent sur cette fissure. Bon, on était un petit peu pressé par les délais parce qu'à un moment donné, le curé quand même dit bon, vous êtes gentil, mais il faut quand même que je travaille. Donc, il fallait à un moment donné, on s'est engagé à une date de démontage de l'échafaudage. Le temps était trop court pour proposer vraiment une restauration, une consolidation définitive de cette fissure. Il fallait faire en sorte que le danger soit écarté, qu'il n'y a pas de risque de chute de matériaux et surtout qu'on puisse étudier sérieusement, mais à une plus longue échéance, la solution définitive des choses. Donc, on a décidé finalement, bon, c'est assez simple, finalement, une sorte de cerclage en partie haute, juste sous l'astragale de la colonne. On le voit ici sur cette image. Donc, des feuillards en inox. Bon, et après, on a regardé gentiment et Caroline, je dirais, est-ce que tu peux pas essayer de cacher ça, parce qu'il y a évidemment des bandes en inox au-dessus de la colonne. Donc, elle a fait un travail de maquillage absolument remarquable. Donc, on voit ici sur la photo en bas à droite. Non, mais je veux dire, c'est très très bien fait, parce que quand on arrive dans l'église, faut vraiment le deviner, etc. Auquel point que, voilà, on a presque envie de le laisser comme ça, sauf que dans le cadre de la conférence, on a quand même informé gentiment Lavigne qu'il y avait ça, donc il nous a relancé quand même pour savoir, bon, qu'est-ce qu'on fait finalement de façon définitive sur cette fissure. Donc il va forcément en fait se solder par une sorte de consolidation, c'est-à-dire trouver le moyen, je dirais, de coller, goujonner en fait cette pièce de marbre sur la colonne pour que les choses soient consolidées définitivement. C'est sûr. Ça va se faire, bon, maintenant qu'on a consolidé, provisoirement cette chose, c'est une situation qui peut durer un petit moment. Le but, c'est quand même, à un moment donné, de finir avec cette restauration. Il y a une vraie volonté de la ville de Lyon, avec cette tranche qui est en cours, donc qui va se terminer là, à l'automne de cette année, c'est de finir définitivement la restauration de cette église, de revenir dessus, dire qu'on a terminé le travail. Donc cette petite intervention, donc à la fin, ça en fera partie. Donc ce sera plutôt avec une nacelle ou des choses comme ça. Éviter de remonter une énième fois un échafaudage là-dedans. Voilà, mais ça restera relativement simple. Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé? Je peux. Oui. On n'a peut-être pas assez développé le côté magique de la vision de près du baldaquin et le côté décor de théâtre, puisque c'est quand même vraiment très bien pensé pour qu'on voit ça donc à 18 mètres plus bas. Et je pense qu'on n'a pas mis assez de photos générales pour que vous puissiez apprécier. En fait, tout est fait, comme disait Renzo, pour que cette structure qui ressemble à une charpente, à une ferme, quoi,
soit caché. Et donc tout est fait à l'économie. Tout ce qui est peint et ce qui sera vu, tout ce qui n'est pas vu n'est pas peint, n'est même pas enduit. Donc la toile est localement brute et ne sont travaillées que les parties qui en valent le coup en fait. Tout ce qui n'est... Et c'est assez incroyable de voir ces techniques de décoration qui sont très efficaces. Les drapés, quand ils sont accrochés sur les carrés métalliques, c'est avec du fil de fer, ou des fois avec de la corde, ou des fois avec des clous. C'est vraiment des choses qui sont très sommaires et qui sont peintes après ou pas. En fait, c'est vraiment des techniques de décor qui ont été mises à profit là-haut. Nous, on était très contents de voir ça de près et on ne se lassait pas d'essayer de comprendre comment ils avaient fait. Ce qui était intéressant avec les ingénieurs aussi, le bureau d'études qui est venu, c'est qu'on était un peu obsédés par le poids, y compris parce qu'on avait observé que quand même dans la logique des matériaux, plus on montait, plus c'était allégé, et que lui disait que l'important c'était les articulations entre les éléments bois et les éléments métal, et c'était plutôt ces charnières-là qui pouvaient vriller ou pas, et qui pouvaient occasionner le soulèvement des chapiteaux et éventuellement, alors la fissure de la colonne, on ne sait toujours pas si... sans rire, ça peut être provoqué par un tremblement de terre qui a eu lieu à Lyon entre la dernière restauration et la date à laquelle on est intervenu. Une petite secousse qui a été ressentie par bien des habitants lyonnais ou une fragilité du marbre qui s'est révélée à ce moment-là. Mais peut-être aussi parce que les équilibres se modifient. C'est pas tant le poids que les points d'attache des matériaux les uns avec les autres. Donc on a fait cette réparation de fortune parce que le curé voulait absolument récupérer son église pour la Toussaint. Ça fait longtemps qu'il y a des travaux à l'église Saint-Bruno. Il y a plein de communes ou de curés qui seraient preneurs parce que leur église tombe en ruine, mais lui, il voulait juste qu'on s'en aille. Alors moi, je pensais qu'on pouvait laisser ces cerclages très longtemps. Il y a des colonnes qui sont cerclées depuis, ou des édifices, mais c'est pas sûr que c'est ce qu'on fera. Oui. Juste parce que j'avais vu cette photo-là, je dis il faut qu'on revienne après. Donc justement, c'est pour illustrer en fait cette magie de choses, parce qu'à droite il y a la photo où on voit une volute, on voit un drapé autour, etc. Et puis bon, on s'émerveille devant ce décor-là qui est très léger, très aérien, etc. Et finalement tout à l'heure, je vous ai dit justement. En fait, ce drapé-là cache donc finalement une ligne de construction de ce fer plat de 70 par 15 qui est là-dedans, et cette volute-là est habillée en fait de notre fer, etc., qui se rejoint ici entre les deux. Donc ça fait quand même une épaisseur constructive en métal qui est finalement très très révolutionnaire, parce qu'au 19e qu'on commence vraiment à mettre du métal et l'habiller, etc. Déjà, on commence à dissocier. En fait, les métals servent vraiment à tenir la chose et le reste est du décor qui est collé dessus. Mais tout ça, ça s'enroule avec beaucoup d'habileté, etc. C'est absolument somptueux. Là, on a une photo à l'intérieur et là, une des rares images où on voit effectivement ici apparaître ces quelques obliques en métal finalement qui font la charpente de la construction et qui vont atteindre le sommet de la chose. Et c'est ça, en fait, ce grand art d'imaginer cette chose-là, parce que bon, il faut déjà faire un dessin et ensuite il faut évidemment que ça tienne, et ça tienne quand même là quelques siècles déjà. Donc c'est une merveille absolue de construction, d'imagination, etc. de voir ça. Donc on est bien content finalement qu'il y ait un petit morceau de colonne qui a vu se détacher. Donc finalement ça nous a poussé vraiment à découvrir l'ensemble de cette construction. En conclusion, puis après on espère que vous aurez des questions. En conclusion, on peut dire que on y arrive, hein, je ne sais plus exactement, ça va venir. Que c'est un travail de conservation qui a été fait sur le baldaquin, mis à part la mise en teinte des colliers de serrage, toutes les opérations étaient de la conservation. L'examen rapproché de ce bien culturel monumental nous a permis de voir et d'étudier les modalités de sa mise en œuvre et de toucher un tout petit peu du doigt le processus de création artistique, ce qui est toujours une grande satisfaction pour nous que de faire parler la matière pour décortiquer les modalités de fabrication, de mettre à nu temporairement les étapes de sa création.
Il me semble qu'entrer dans les arcanes de la création est une des raisons d'être du métier de conservatrice-restauratrice. Souvent, en peinture, ça se fait en identifiant un pigment et son altération, un repentir ou un dessin préparatoire. Ici, c'était le goujon métallique qui faisait 3,40 m quand même, parce que tu as dit que peut-être il y en avait deux. Mais justement, la grande surprise, c'est que le vertical, il était d'un seul morceau et qui faisait 3,40 m et qu'on a réussi à le pister d'un bout à l'autre entre le radar et la petite caméra qu'on a fait passer. Donc, c'est ce que je vous disais, ce baldaquin était vraiment conçu comme un décor de théâtre, avec des attaches qui étaient très efficaces, voire très simples et efficaces, mais des fois rudimentaires, avec des cordes, des clous peints. Les franges que Anne Breugnot a étudiées sont pas forcément cousues en bas des drapés, mais là où on veut les voir, en fait, ça n'a aucune importance. Ce qui était bien anticipé, c'est le point de vue du fidèle, qui se fait depuis le sol, et l'arrivée de la lumière, puisque comme on vous l'a montré au début, le baldaquin est juste sous la coupole, et il y a de nombreuses baies et des expositions qui sont pas toujours à la même heure. Des expositions de lumière qui varient selon l'heure du jour. Donc, on s'est pris au jeu d'essayer de comprendre ces structures. C'était un exercice difficile et assez fascinant. Peut-être qu'on a fait des erreurs encore, parce qu'il y a encore on ne sait pas si les volutes qui sont donc cerclées de fer, ont été montées, assemblées, ou si elles ont été assemblées sur place. Il reste quelques petites interrogations quant à la mise en œuvre. Et pour finir sur cette réponse au marché où nous étions les seuls à candidater, où la fois précédente, ils sont allés quémander des réponses à certaines grosses entreprises, il me semble que les biens culturels atypiques forcent les professionnels que nous sommes à sortir des spécialités de nos formations et à développer sur le terrain des compétences de constitution d'équipe, puisque l'important ici, c'était de savoir bien s'entourer, de planning, puisqu'on avait une petite pression de la paroisse, et de collaboration avec, par exemple, la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Il y a longtemps maintenant qu'on s'est adapté à l'évolution de notre profession en répondant au marché public, en montant des équipes, en faisant de notre mieux pour exercer les mandats. Et je pense qu'il faut continuer à nous adapter au marché pour garder au sein des monuments historiques la place qui nous revient à nous, professionnels qualifiés au niveau 7, et qui sommes presque toujours en concurrence avec des personnes moins qualifiées. Il faut s'accrocher, on remporte des marchés intéressants et ces missions permettent aussi de nouer des partenariats fort fructueux avec les architectes du patrimoine notamment et j'espère aussi pour les œuvres. Toi tu voulais dire Non, c'est très bien. C'est très bien. J'ai peut-être pas entendu cette précision, mais je voudrais juste... est-ce que vous pouvez me redonner la période de création du baldaquin ? Le baldaquin a été créé en 1738. Parce que vous avez évoqué en fait le lien avec l'architecture métallique au XIXe siècle. Alors donc je me demandais si c'était précurseur de cet emploi des architectures métalliques ou bien si ça a été enrichi, ou en tout cas consolidé ultérieurement. Non, c'est en fait on touche à l'utilisation du fer dans les constructions en général. C'est vrai que oui, d'utiliser le fer de cette façon-là pour construire quelque chose et l'habiller avec autre chose, on est dans quelque chose qu'on voit souvent au 19e siècle, hein, mais bon, oui. On est quand même un siècle avant quand même de cette utilisation-là. Est-ce que c'est étonnant ou est-ce que c'est quelque chose de... Enfin, je crois que on commence à s'apercevoir aussi, j'ai pas vu plus tard qu'hier, que aussi ici à Notre-Dame, on trouve justement des éléments de barres de fer, etc., qui ont été retrouvés dans les constructions, etc. Donc c'est quand même une grande constante et je crois que c'est quelque chose qui est pas trop étudié encore, mais on voit même dans les constructions médiévales, il y a énormément d'emplois de fer, hein, donc on le sait déjà sur certaines cathédrales, et apparemment on a trouvé à Notre-Dame pareil, cet emploi de métal. Et oui, on voit donc ici, finalement, l'architecte est créatif, il faut qu'il fasse quelque chose de fin, de solide, etc., et il retombe sur le fer. Et
trouve ce qu'il a sur le marché. Et on n'avait pas de problème d'oxydation du métal? Non. Alors en plus, le fer ancien, on dit souvent c'est du fer battu, c'est du fer forgé. Et le fait qu'on forge le fer, apparemment, ça chasse en fait un peu l'oxygène qui est dans le fer. Donc il y a moins de risque d'oxydation. C'est vrai que les fers anciens qu'on retrouve dans les constructions, justement les cathédrales et tout ça, il y a très très peu d'oxydation. Parce que justement, on le travaillait, ce fer-là. Et justement, c'est les fers plus modernes, donc les 19e, ou même les fers actuels, effectivement, on voit qu'il y a une corrosion énorme qui se crée et qui provoque donc les dégradations. Ici aussi, on est à l'intérieur, n'oublions pas ça. Donc il y a moins de risques aussi de corrosion. Merci. Je peux juste ajouter qu'on a la chance d'avoir des archives, pas mal d'archives, que le grand prieur de la Chartreuse passe commande aux métalliers, aux doreurs. On a des belles archives écrites avec une écriture bien inclinée comme ça. Et il y a un complément dans le lot serrurerie qui a dû être fait quelques années après. Donc on est vraiment au début du XVIIIe siècle ou dans le première moitié du XVIIIe siècle, en 1734-1738. Et une fois que le baldaquin est en partie construit, on demande à un métallier de venir renforcer certaines parties. On ne sait pas très bien où il intervient. On a eu du mal à distinguer d'éventuelles 2 périodes qui se seraient suivies de près avant l'achèvement. Mais on est sûr que c'est à ce moment-là, il y a une grosse campagne au 19e où on reprend la polychromie des drapés et où on enlève des fleurs qui s'apparentaient plus à des fleurs de lys, mais on change la polychromie et on reprend les ors. Mais ces parties métalliques sont bel et bien installées là depuis le début du 18e. Sur le drapé qui m'intrigue un peu, je me demande quel est très simplement le niveau de rigidité de ce mélange de textiles pris dans le plâtre. Est-ce que c'est très solide ou est-ce que c'est un petit peu malléable, on va dire? Et deuxième question, quel est l'état de conservation des peintures? Comment elles se conservent? Est-ce que c'est particulièrement fragile ou pas tant que ça? C'est complètement rigide, très solide. En fait, il n'y a absolument aucune souplesse, ni des plis, ni des franges. Enfin, les franges dorées, comme c'est vraiment des franges de passementerie, on peut, si on n'arrive pas à se baisser suffisamment quand on passe, parce que les plateaux d'échafaudage n'étaient jamais à la bonne hauteur, on était toujours à 4 pattes, et ben on peut, avec sa tête, les faire un peu bouger. Mais c'est extrêmement rigide. Et la polychromie, c'est celle qui date du 19e siècle, quand il y a eu une grosse campagne de reprise vers 1850. Elle est parfaitement solide. On devait vérifier cet état sanitaire et l'état de conservation de l'ensemble des éléments du baldaquin. Et mis à part les éléments en carton-pâte du registre supérieur là, qui maintiennent les nuées, qui constituent vraiment la partie sommitale, tout est en très bon état, très solide, c'est même pas encrassé, puisqu'il y a eu cette grosse campagne qui était intervenue il y a même pas 20 ans. Donc on a fait des tests de décrachage qui ne servaient absolument à rien. Le dépoussiérage était utile. Et sinon, non, c'est un drapé. Alors on a des interrogations sur le poids, mais peut-être que le bureau d'études l'a calculé, ça y est, qui nous remettra leurs conclusions, même s'il n'y a pas beaucoup de comparaisons, parce que c'est lourd, et c'est très solide et très rigide. Et la polychromie, elle est un tout petit peu décevante. C'est de près, enfin bon, c'est pareil, c'est fait pour être vu de loin. Quand on le voit de loin, c'est très joli. Et quand on s'approche de près, la reprise 19e, là, avec les motifs dorés qui ressemblent à des fleurs et qui sont cernés de brun, bon, c'est pas d'une exécution très fine. Mais encore une fois, il faut vraiment garder en tête cet effet monumental et vu de loin. Moi, j'avais une question, puisque vous avez retrouvé les dossiers, les rapports de Mérindol, ils avaient fait quoi? Est-ce qu'ils avaient fait un traitement insecticide, par exemple, par voie liquide, par exemple? Non, je crois pas. Ils ont fait Elle le met d'Elwyn à un moment donné, je me souviens plus exactement de leur mission, mais ils ont dégagé une espèce de, on peut dire comme un rechampi qui avait été posé sur le drapé. Donc ils ont fait un nettoyage et ils ont retrouvé la polychromie du 19e siècle, mais ils n'ont pas fait de traitement xylophage, enfin pas de traitement liquide insecticide. Et pas de couche de protection non plus? Non,
Pas de couche de protection non plus. Non. Donc potentiellement, 20 ans après, c'était juste empoussiéré, ce qui est plutôt un bon, exactement. un bon résultat finalement. Et dans le CCTP, il avait été envisagé qu'on passe nous aussi un traitement liquide de persil, à base de permétrine. Voilà, de permétrine. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments en bois qui sont... les matériaux sont très intriqués les uns dans les autres, puisque ces grandes volutes, quand elles sont cerclées de métal, certains endroits, c'est de la sculpture bois qui les recouvre, qui est assez fine. Et quand c'est derrière, c'est des éléments qui sont en carton, en carton pâte. Et c'était trop compliqué d'essayer de traiter les éléments en bois au pinceau les uns après les autres. Après, on sait que ça ne touche pas le bois à cœur. Alain Renard, par exemple, il n'est pas du tout pour. Et puis, la ville de Lyon, elle est écolo, elle n'est pas du tout pour non plus. C'est des produits qui sont assez toxiques. Donc, la question, c'était de savoir si Alain Renard oserait faire une anoxie dynamique si haut et avec un élément si compliqué. Mais il était assez content d'essayer, en fait, et il a bien réussi. Donc, on était content aussi de faire ça, puisque c'est quand même beaucoup plus écologique. C'est juste bruyant. Et la sacristie était envahie par ces instruments qui sont fort nombreux quand la poche est aussi grande. Et voilà, on avait mis ça là pour éviter qu'il y ait du bruit dans l'église, parce qu'on avait déjà fait une anoxie dynamique avec Alain Renard à l'église Saint-Bonaventure. Et le curé en gardait un très mauvais souvenir. Donc on s'était dit qu'on allait essayer d'être plus discret. Et en fait, on avait oublié que ça dégageait beaucoup de chaleur, en fait, ces appareils. Et on était enfermés dans la sacristie, dans laquelle on avait aussi stocké des objets. Donc on a dû déménager tous les objets qu'on avait mis dans la sacristie pour éviter qu'il y ait un microclimat. Enfin, quand on a vu qu'il y avait un microclimat qui se constituait. Donc pour dire qu'il y a toujours des paramètres qui nous échappent à un moment ou à un autre et qu'on peut rattraper, mais... il a préféré faire une anoxie dynamique et ne pas mettre de cire. Occasionnellement, il propose de mettre de la cire résine enrichie de permétrine pour éviter une récidive sur des bois qui sont bruts. En fait, là, il n'y en a quasiment pas. Tous les bois bruts, ils sont non accessibles. Il aurait fallu démonter tous les caissons. Ce n'était pas du tout d'actualité. Donc, on espère que ça ne sera pas réinfesté très tôt. Ça, c'est toujours un peu la question. Mais là, cette église a été quand même bien assainie. Ça fait plusieurs années. Et par rapport à l'hypothèse que ce soit un décalage de la partie sommitale qui est poinçonnée, la colonne, parce qu'effectivement ça évoque ça, ce profil de fissure, et vous avez pu regarder s'il avait l'air d'être un peu de guingois ou il a l'air vraiment bien... Non, on a regardé, effectivement, l'ensemble n'est pas bien droit quand même. Donc on a vu que les colonnes ont petite tendance à se pencher vers l'extérieur. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement. Oui, tu dis que c'est rigide, mais c'est pas si rigide que ça, finalement. Mais c'était aussi peut-être bien, parce que c'est des constructions, finalement, qui ont besoin de garder cette souplesse aussi. Donc, ça garde une certaine inertie, parce que c'est des matériaux rigides, comme tu dis, mais ça reste quand même léger, souple, etc. Les bois sont pas bien assemblés, les tissus évidemment tiennent rien du tout, donc il faut que ça puisse bouger aussi un petit peu. Voilà, sauf que ça n'a pas tenu pour une des colonnes, donc c'est ça qu'il faut donc réparer maintenant. Oui, j'ai pas bien compris pourquoi les professionnels de la conservation sont un petit peu effrayés entre guillemets de travailler sur des biens atypiques, comme vous avez dit. En témoigne par exemple ce baldaquin. Alors effrayé, je ne sais pas, mais je remarque que ce baldaquin est régulièrement restauré ou étudié, où il y a des interventions finalement qui ne sont pas si éloignées dans le temps les unes des autres, et qu'à chaque fois, il faut aller chercher les prestataires pour qu'ils répondent. Alors il n'y a pas de spécialité baldaquin dans les écoles de restauration, heureusement, parce qu'on il n'y aurait pas suffisamment de travail. Du coup, ça peut être pris par une personne en sculpture, ce qui paraît être le plus logique. Chez nous, c'est moi qui ai proposé de monter cette équipe parce que mon confrère en dorure ne l'aurait pas fait et que mon confrère en bois était à Avignon et que Alain Renard faisait une prestation qui était somme toute... qui était très importante, comme l'échafaudage, mais qui se limitait à cette anoxie. Donc...
Il n'y avait pas d'autres candidats, en fait, pour coordonner ça. Alors, il y a plusieurs hypothèses, certainement, qui pourraient répondre à ça. Mais d'une part, les restaurateurs de sculpture ont du travail dans notre région, beaucoup de travail. Il manque plutôt de personnes. Les restauratrices de peinture murale aussi. Du coup... Ben voilà. C'est-à-dire qu'en dehors du cœur du métier, il y a une nécessaire coordination. Il faut avoir envie de gérer administrativement. Il y a une équipe de restaurateurs qui sont co-traitants, donc les responsabilités scientifiques sont partagées, mais dès qu'il y a un sous-traitant, c'est le mandataire qui est responsable. Donc le mandataire a sous sa responsabilité l'anoxie plus l'échafaudage. L'échafaudage, ça veut dire risque de casser des morceaux en le montant, risque de sécurité. Voilà. Après, il y a une question financière aussi, parce que ça veut dire qu'il faut gérer les sommes qui vont arriver dans l'équipe, le redistribuer, faire le suivi de la facture, etc. Et gérer aussi, être un peu le chef d'orchestre entre une association qui a envie de savoir où est-ce qu'on en est du travail, un curé qui râle, enfin voilà. Donc ça... J'en ai connu d'autres. Donc c'est un boulot autre en fait, et qui convient à certaines personnes et qui convient pas du tout, voilà, des restaurateurs qui disent moi j'ai été formé pour refixer de la polychromie, pas pour gérer le curé. Alors qu'en fait c'est quand même un peu pour lui qu'on refixe la polychromie, donc ça vaut le coup de l'écouter un peu, mon point de vue. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire il faut monter une équipe pluridisciplinaire. Donc, moi, je l'ai aussi dans mon métier. Je veux dire, quand on fait une étude, on répond à un appel d'offres et il faut arriver avec une armée mexicaine, je dirais, de compétences, de restaurateurs, d'horreur, analyse des vitraux, analyse des bois, analyse de ceci, de cela, etc. Donc, ça fait toute une préparation, une réflexion qui prend du temps. Déjà, rien qu'à monter une équipe, téléphoner, tiens, est-ce que ça t'intéresse ? Non, j'ai trop de boulot, alors bon, il faut trouver quelqu'un d'autre. Enfin voilà, ça, on passe vite une semaine avec faire une proposition chiffrée. En général, c'est relativement élevé comme montant. Le doute, est-ce que ça passe, est-ce que je suis pas au-dessus, etc. Et puis avec le risque finalement qu'on n'est bêtement pas retenu et donc on a travaillé une semaine pour rien. C'est un peu le risque du métier. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est vrai que je pense que toi tu es comme moi. Je veux dire, on aime bien des challenges de ce type-là, donc on y va, on va monter une équipe. Mais c'est vrai que pas tout le monde a ce point de vue-là. Après, j'en profite pour dire qu'on manque de restauratrices de peinture murale. Donc là, il y avait un déficit et que voilà, il n'y a pas beaucoup de restauratrices de sculpture non plus chez nous, pas suffisamment. Bonsoir. Est-ce que je ne sais pas si vous êtes à cet stade-là, mais est-ce que vous pouvez en parler des solutions que vous avez prévu d'appliquer à l'issue de cette fissure? Je ne sais pas s'il y a des idées ou pas en tête. Comment on va faire ? En fait, tout dépend. En fait, on n'a pas pu calculer précisément comment se répartissent les efforts. Ça demande un petit modèle informatique, justement, et ça, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est pour ça que... Donc, en fait, on se doute bien que le goujon qui est à l'intérieur, qui fait 40 cm à l'intérieur de la maçonnerie, il exerce une charge latérale qu'on n'a pas envie de voir. Est-ce que c'est important ? Est-ce que c'est pas important ? Dans quel sens ça fonctionne ? On n'a pas trop encore une exacte idée là-dessus. Donc, tant qu'on n'a pas ça, on n'a pas la méthode exacte pour réparer. Bon, ça va se solder probablement en fonction de ça. Il va falloir évidemment injecter et colmater la fissure, mais ensuite il va falloir le consolider aussi peut-être avec en créant des broches à l'intérieur
probablement en fibre de verre, parce que ça se fait aujourd'hui, ça garde une certaine souplesse, etc. Donc on peut les mettre 2, 3, etc. Mais ça, il faut calculer, parce que c'est les broches qui vont remplacer en fait le report des charges, etc. Donc c'est tout un calcul en fait qu'il faut faire aujourd'hui et qui détermine. Bon, évidemment, on va recoller le morceau. Après, c'est justement de savoir quel type de broche, etc. Parce que des fibres de carbone, c'est plus souple que des fibres de verre. Enfin, il y a des discussions qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Donc ça laisse... Voilà, c'est la cause qui va déterminer vraiment ce qu'on va faire exactement. Mais ça va être de ce style-là. D'autres questions? Bon, merci beaucoup pour ce beau projet, ce beau défi. C'est un peu le maître mot des dernières restaurateurs, une œuvre auquel j'ai assisté. La broderie, la dernière fois, c'était assez costaud aussi. En termes d'altération, de travaux, voilà. Et je crois que le métier à tisser, c'est un beau défi aussi. Bon, merci beaucoup, c'était passionnant. Merci.